Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous verrons la correction du problème que contient le bac maths de l'année 2000. Donc c'est un bac français des centres étrangers. Et cet exercice m'a été envoyé par un de mes abonnés et il voulait que je vous fasse une correction détaillée. Et j'imagine aussi pour pouvoir la garder sur mon canal YouTube. Dans cet exercice, nous verrons donc les fonctions et les primitives, les fonctions logarithme népérien et exponentielle. Nous allons appliquer à pas mal de reprises les changements de variables pour le calcul des limites et pour d'autres déductions que je vous démontrerai. Ensuite, nous allons résoudre une équation afin de déduire le sens de variation d'une fonction. Enfin, et vers la fin de l'exercice ou bien du problème, nous verrons les primitives, les intégrales, pour résoudre une équation différentielle et ainsi déduire la primitive de la fonction f de x que vous voyez à l'écran, qui est l'objet même de cet exercice. Je vous souhaite un bon visionnage. Voici donc le problème dont je parle. Les buts du problème sont l'étude de la fonction f définie sur l'intervalle 0 à plus l'infini. Donc le domaine de définition de la fonction f, c'est de 0 jusqu'à plus l'infini. Et la fonction est définie par f de x qui est égale à ln l'exponentielle 2x moins 1, le tout divisé par l'exponentielle x. Puis la recherche de primitive de cette fonction. Donc l'étude de la fonction f et la détermination de sa primitive. Partie A. Étude de fonction auxiliaire. Question 1, on définit la fonction g sur l'intervalle 1 à plus l'infini. Donc, le domaine de définition de la fonction g, c'est de 1 exclu jusqu'à plus l'infini, par la fonction g de x qui est égale à 2x moins x moins 1, ln de x moins 1. Petit a, on admet le résultat suivant, notamment que la limite de x, ln de x, lorsque x tend vers 0, est égale à 0. Bien sûr, c'est 0 plus, donc 0 par valeur supérieure. On déduit la limite de g de x lorsque x tend vers 1, c'est-à-dire 1 par valeur supérieure, puisque 1 n'est pas inclus dans le domaine de définition de la fonction que nous avons ici. Bien. Ce que nous voulons calculer, c'est la limite de g de x lorsque x tend vers 1 par valeur supérieure, donc 1 plus, qui fait donc la limite de la fonction, notamment 2x moins x moins 1, ln de x moins 1, lorsque x tend vers 1 par valeur positive. Qu'est-ce que nous remarquons? Nous remarquons que x moins 1 que nous avons ici, cet x moins 1 là, est égal à 0 lorsque x est égal à 1. Et nous ne pouvons pas calculer ln de 0, c'est impossible, puisque ln de 0 n'existe pas. Par contre, ln de 0 plus tend vers moins l'infini. Bien. Pour cela, nous allons faire quoi? Procéder à un changement de variable. Changement de variable. Pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut poser, donc nous posons grand X qui est égal à X moins 1. Lorsque petit x tend vers 1 plus, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, grand X tend vers 0 plus. Parce que 1 plus, c'est 1, quelque chose. Et donc, lorsqu'on fait 1, quelque chose moins 1, il va rester 0, quelque chose qui reste positif. C'est pour ça qu'on a 0 plus. Donc, la limite de x moins 1, ln de x moins 1, lorsque x tend vers 1 par valeur positive, équivaut tout simplement à la limite de grand X, ln de grand X, lorsque grand X tend vers 0 plus. Et l'énoncé nous a déjà donné le fait que quoi? Que la limite de x, ln de x en 0 plus est égale à 0. Donc ça, c'est égal à 0. Ce qui veut donc dire que la limite de x moins 1, ln de x moins 1, lorsque x tend vers 1 par valeur positive, par valeur supérieure, pardon, est égal à 0. Ça, c'est une partie de notre limite à calculer que nous avons ici. C'est-à-dire que tout ce terme-là sera égal à 0. Ainsi donc, la limite de g de x, lorsque x tend vers 1 par valeur supérieure, est égale à la limite tout simplement de 2x moins 0, puisque nous avons trouvé 0 là, voilà moins 0, lorsque x tend vers 1 par valeur positive. Ce qui fait donc tout simplement 2 fois 1, qui est égal à 2. Voici donc la limite qu'il fallait retrouver. Question B. Calculer g' pour x appartenant à l'intervalle 1 à plus infini.
Donc, je rappelle que j'ai dit c'est 2x moins x moins 1, ln de x moins 1. Donc, g' de x, ça nous fera tout simplement 2 moins. Ici, nous aurons donc tout d'abord 1 fois ln de x moins 1 plus x moins 1, facteur de 1 sur x moins 1. Voilà. Ce qui nous fait donc 2 moins ln de x moins 1 plus x moins 1 sur x moins 1, qui fait donc 2 moins ln de x moins 1 plus 1. En développant le tout, nous avons donc g' de x qui est égal à 2 moins ln de x moins 1 moins 1. 2 et moins 1 vont se calculer. Nous obtenons donc 1 moins ln de x moins 1. G' que l'on demande de calculer, c'est tout simplement 1 moins ln de x moins 1. Question C. Résoudre l'inéquation, donc résolvons 1 moins ln de x moins 1 supérieur à 0. Qu'est-ce que vous remarquez? Que c'est la dérivée qui est reprise ici. C'est-à-dire qu'avec l'énoncé, vous savez déjà si vous avez trouvé la bonne dérivée ou pas. Très bien. Pour résoudre ça, c'est simple. Qu'est-ce que nous savons? Nous savons que lorsque 1 moins ln de x moins 1 supérieur à 0, on peut rajouter moins 1 à chacun des membres. Et donc, ça va aboutir sur moins ln de x moins 1 qui est supérieur à moins 1. En multipliant le tout par moins 1, nous aboutissons sur ln de x moins 1 qui est inférieur à 1. Et dans ce cas, en élevant le tout à l'exponentielle, nous aurons donc exponentielle de ln de x moins 1 qui est inférieur à exponentielle de 1. Ce qui veut donc dire que x moins 1 est inférieur à e. Et donc, dans ce cas, que x est strictement inférieur à e plus 1. Voilà. Et c'est ça que nous allons traduire en ensemble solution. Et donc, l'ensemble solution de l'inéquation, c'est de moins l'infini jusqu'à e plus 1. Tout ça. Donc, inclus, pas union, hein. Inclus, eh bien, de 1 exclu, voilà, de 1 jusqu'à plus l'infini. Ça, c'est l'ensemble solution. Et ça nous donne tout simplement l'ensemble E, non, 1 jusqu'à E plus 1. Ça, c'est l'ensemble solution. C'est le vrai ensemble que nous avons ici. Et ça, c'est l'ensemble des x qui se trouvent dans notre intervalle et que nous allons utiliser. Petit d, étudier le sens de variation de g sur l'intervalle 1 à plus infini. Donc, sens de variation de g, tout simplement. Donc, variation de g sur 1 jusqu'à plus l'infini. Très bien. Nous venons tout juste de résoudre une inéquation qui nous dit que quoi? Que g' qui est égal à 1 moins ln de x moins 1, et bien que ce g' là est supérieur à 0 lorsque appartient à l'intervalle 1 jusqu'à e plus 1. C'est dire donc que quoi? Que g' est inférieur à 0 lorsque x appartient à l'intervalle inverse ou bien l'intervalle complémentaire e plus 1 jusqu'à plus l'infini. Avec ces deux informations, nous pouvons établir le tableau de signes de la dérivée et ainsi le tableau de variation de la fonction g. Ce qui nous donnerait donc ce tableau-là que je suis en train de dessiner. Donc nous avons les valeurs de x, nous avons le signe de la dérivée et les variations de la fonction. Partons de 1 où la dérivée ni la fonction ne sont pas définies. Nous passons par e plus 1. Nous allons jusqu'à plus l'infini. Cette valeur annule la dérivée. Et avant e plus 1, nous avons une valeur qui est positive. Et après, nous avons une valeur qui est négative. La fonction sera donc croissante et ensuite décroissante. La limite, lorsque x tend vers 1 par valeur supérieure, ça nous avait donné 2 d'après les calculs. Nous pouvons également déduire la limite de g de x lorsque x tend vers plus l'infini, qui nous donne donc la limite de toute la fonction, bien évidemment, 2x moins x moins 1 ln de x moins 1 lorsque x tend vers plus l'infini. En factorisant ensemble donc la limite de x moins 1 facteur de 2x sur x moins 1 moins ln de x moins 1 lorsque x tend vers plus l'infini.
Lorsqu'il tend vers plus l'infini, tout ça, ce terme tend vers plus l'infini, et donc tout ça tend vers moins l'infini. Ceci tend vers 2. Ça va nous donner donc 2 moins l'infini, ce qui veut dire que la limite de g de x, lorsqu'il tend vers plus l'infini, est égale à moins l'infini. Parce que moins l'infini en valeur absolue est beaucoup plus grand que 2. Nous avons donc moins l'infini à ce niveau. Nous pouvons également calculer g de e plus 1 pour avoir la valeur maximale, c'est-à-dire le maximum de la fonction. C'est donc égal à 2e plus 2 moins e plus 1 moins 1, facteur de ln de e plus 1 moins 1. Voilà. C'est donc égal à 2e plus 2 moins e fois 1. Ce qui nous fait donc 2e plus 2 moins e. Donc g de e plus 1, c'est tout simplement e plus 2. Nous avons ici comme maximum e plus 2. Voici donc le tableau de variation de la fonction g. Question E. Montrer que l'équation g de x est égale à 0 à une solution unique notée alpha dans l'intervalle e plus 1 jusqu'à e au cube plus 1 et étudier le signe de g de x sur chacun des intervalles 1 à alpha et alpha à plus infini. Bien. Donc, sur e plus 1, alors je vais l'exclure, vaut mieux, jusqu'à plus l'infini. Le tableau de variation nous avait dit que quoi? Que g de x est continu, dérivable et strictement décroissante de quoi? De e plus 2, qui est le maximum, jusqu'à moins l'infini. Ce qui implique donc que quoi? Que g de x l'est également sur une partie de cet intervalle, notamment sur e plus 1. Alors, je peux l'inclure. Sur e plus 1, si je l'inclus, je risque de ne pas avoir la stricte croissance. Mais bon, on va l'inclure. Sur e plus 1 jusqu'à e au cube plus 1. Voilà. Et ça, c'est l'intervalle sur lequel nous demande de démontrer que g de x est égal à 0, admet une unique solution. On sait aussi que quoi? Que d'après les calculs, le point g de e plus 1 est égal à e plus 2, qui est positif. Et g de e au cube plus 1 est égal à moins 18,085 à peu près, qui est négatif. C'est-à-dire qu'il existe une valeur de x pour laquelle g de x est égal à 0. D'après ces calculs, puisqu'on sait tout ça, donc quel que soit x appartenant à l'intervalle e plus 1 jusqu'à e au cube plus 1, voilà, g de x, lui, va appartenir à l'intervalle moins 18,085 jusqu'à e plus 2. Il y a donc 0 qui appartient à cet intervalle. Puisque 0 appartient à l'intervalle moins 18,085 jusqu'à e plus 2, d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires ou encore le théorème de la bijection tout simplement, il existe une unique valeur alpha qui appartient à l'intervalle e plus 1 jusqu'à e au cube plus 1, tel que tout simplement g de alpha est égal à 0. Ça c'est quoi? Ça c'est de la forme de l'équation que l'on veut résoudre. Ainsi l'équation g de x qui est égal à 0 admet une unique solution qui est cet alpha. Alpha appartenant à e plus 1 jusqu'à e au cube plus 1. Voici la démonstration qu'il fallait faire. Maintenant, on demande de déduire le signe de g de x sur chacun des intervalles précisés là sur l'énoncé. Donc, pour avoir le signe, c'est très simple. Donc, signe
de G. Une fois que cette démonstration est faite, le signe n'est plus compliqué à trouver. Donc nous avons la valeur de x et le signe de G de x. Nous partons de 1 exclu, passant par alpha qui annule G, allant jusqu'à plus infini. Nous savons déjà que entre 1 et e plus 1, toute la fonction est positive, donc G sera positive, et ensuite négative. Très bien. Question 2. Soit phi, la fonction définie sur l'intervalle 1 plus infini, donc le domaine de définition de la fonction phi, c'est de 1 exclu jusqu'à plus l'infini. Et la fonction phi est définie par, donc phi de x, qui est égal à ln de x au carré moins 1, le tout divisé par x. Petit a, déterminer limite de phi de x lorsqu'x tend vers 1 et prouver que voilà, la limite en plus infini est égale à 0. Bien. Donc la limite de phi de x lorsqu'x tend vers 1 par valeur supérieure, donc 1 plus, qui est égal tout simplement à la limite de toute la fonction, notamment ln de x au carré moins 1 sur x, lorsqu'x tend vers 1 par valeur positive. Qu'est-ce que nous remarquons? Que lorsque x est égal à 1, x au carré moins 1 est égal à 0, et nous ne pouvons pas calculer la limite de ln de x en 0. Nous allons donc procéder à un autre changement de variable, donc changement de variable. En quoi faisant? En posant grand X est égal à x au carré moins 1. Et lorsque petit x tend vers 1 par valeur positive, grand X tend vers 0 par valeur positive aussi. Ce qui veut dire que la limite de phi de x lorsque x tend vers 1 plus, c'est tout simplement la limite de phi de grand X lorsque grand X tend vers 0 plus. C'est tout simplement ça. Bien. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que ln de grand X lorsque grand X tend vers 0 plus est égal à moins l'infini. Ça, c'est ce que l'on remarque. Ce qui veut donc dire que la limite de phi de x lorsque x tend vers 1 plus, bah, c'est tout simplement quoi? Moins l'infini divisé par 1. Ce qui fait donc moins l'infini. Ainsi, on peut conclure que la limite de phi de x lorsque x tend vers 1 plus est égal à moins l'infini. Il faut savoir que le changement de variable peut être beaucoup plus développé que ça. Là, moi, je suis en train de simplifier les limites en intégrant plus grand X dans la fonction. Donc, suivez bien ce que je fais. Si vous avez toujours besoin d'explications, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je ferai d'autres vidéos pour mieux détailler certaines étapes. Bien. Ensuite, il faut prouver que quoi? Que la limite de phi de x est égale à 0 lorsque x tend vers plus l'infini. Ça, c'est ce qu'il faut prouver. Bien, la limite de phi de x lorsque x tend vers plus l'infini, c'est égal à la limite, bien sûr, de toute la fonction ln de x au carré moins 1, tout divisé par x lorsqu'x tend vers plus l'infini. En factorisant par x au carré au numérateur, nous avons donc la limite de ln de x au carré facteur de 1 moins 1 sur x au carré, tout divisé par x lorsqu'x tend vers plus l'infini. 1 moins x au carré va tendre vers 0. Ce qui nous fera donc la limite de ln de x au carré sur x lorsque x tend vers plus l'infini. Ça fait donc la limite de 2 ln de x sur x lorsque x tend vers plus l'infini. Or, la limite de ln de x sur x lorsque x tend vers plus l'infini, c'est égal à 0. Donc, ça fait 2 fois 0 qui est égal à 0. Voici la démonstration que l'on voulait qu'on fasse. Question B. Calculer phi' de x et montrer que phi' de x est du signe de g de x au carré sur l'intervalle 1 à plus infini. Donc, calculons déjà phi' de x. Je rappelle, phi de x, c'est ln de x au carré moins 1 sur x. Donc, phi' de x. Ici, nous avons affaire à la dérivée d'une fraction. Et donc, ça me fera u'v moins uv' sur v au carré. C'est la propriété que nous allons appliquer. Phi' de x, c'est donc égal à 2x sur x au carré moins 1, qui est la dérivée de ln, fois x, moins ln de x au carré moins 1, fois 1. 1, c'est la dérivée de x, divisé par x au carré. C'est donc égal à 2x au carré sur x au carré moins 1, moins ln de x au carré moins 1, le tout divisé par x au carré.
Ça fait donc, en mettant le tout au même dénominateur comme au numérateur, ça fait 2x au carré moins x au carré moins 1 ln de x au carré moins 1, le tout divisé par x au carré facteur de x au carré moins 1. Ainsi donc, la dérivée phi' de x, c'est tout simplement 2x au carré moins x au carré moins 1 ln de x au carré moins 1, tout divisé par x au carré facteur de x au carré moins 1. Voilà la dérivée. Ensuite, on me demande de déduire le signe de phi' à partir de g de x au carré. Bien. Signe de phi' de x. Alors, déjà, nous savons que x au carré est positif et x au carré moins 1 est aussi positif, quel que soit x appartenant au domaine de définition de la fonction phi, notamment 1 jusqu'à plus l'infini. Bien. Le signe de phi' de x dépend donc exclusivement du signe du numérateur 2x au carré moins x au carré moins 1 ln de x au carré moins 1. Tout simplement. Qu'est-ce que nous remarquons? En posant par exemple grand X est égal à x au carré, virgule, on remarque quoi? Que 2x au carré moins x au carré moins 1 ln de x au carré moins 1 devient tout simplement quoi? 2 grand X moins grand X moins 1 ln de grand X moins 1. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est g de grand X. Et g de grand X, puisque grand X est égal à x au carré, c'est quoi? C'est g de x au carré. Et c'est ainsi que le signe de phi' de x, la dérivée de phi, dépend ou bien est exactement le signe de g de x au carré. Voilà la démonstration que le signe de phi' de x est le signe de g de x au carré. Bien. Question C. Montrer que phi est croissante sur l'intervalle 1 à racine de alpha et décroissante sur l'intervalle racine de alpha à plus 1. Puisque phi' de x est du même signe que g de x au carré, alors lorsque g de x au carré est égal à 0, c'est que x au carré est égal à alpha. Parce que je vous rappelle que g de x est égal à 0 lorsque c'est la valeur alpha qui est utilisée. Donc c'est que x au carré est égal à alpha et donc x est égal à racine de alpha, tout simplement. Ainsi donc, phi' de x est égal à 0 lorsque x est égal à racine de alpha. Bien. Nous savons que sur l'intervalle 1 jusqu'à alpha, virgule, g de x est comment? Est positif, est supérieur à 0. Ce qui veut donc dire tout simplement que sur l'intervalle de 1 jusqu'à racine de alpha, eh bien, phi' de x est aussi supérieur à 0. Sur l'intervalle alpha jusqu'à plus l'infini, nous savons que g de x est inférieur à 0. Ça veut donc dire que sur racine de alpha jusqu'à plus l'infini, virgule, phi' de x sera aussi inférieur à 0. Ainsi donc, avec ces deux signes, on peut déduire de la croissance et de la décroissance de la fonction phi. Ces différentes données nous permettent de déterminer le signe de la dérivée et donc de conclure au tableau de variation pour démontrer la question posée. Ici, nous avons x, nous avons 1 où la fonction phi n'est pas définie, ni sa dérivée. Nous partons par racine de alpha qui annule la dérivée et nous allons jusqu'à plus l'infini. Racine de alpha annule la dérivée. Avant racine de alpha, la fonction dérivée est positive, puis ensuite négative. Donc nous avons une fonction qui sera croissante, qui sera décroissante juste après. La limite en 1 par valeur supérieure nous a donné moins l'infini. Et la limite en plus l'infini nous a donné 0. Et ici nous avons donc phi de racine de alpha, qui est donc le maximum de la fonction. On peut donc déduire que
phi est croissante sur 1 jusqu'à racine de alpha et phi est décroissante sur racine de alpha jusqu'à plus l'infini, comme l'énoncé me l'a demandé. Partie B de l'exercice. Donc maintenant, on passe à l'étude de la fonction f. Question 1. Vérifier que pour tout x appartenant à l'intervalle 0 à plus infini, donc le domaine de définition de la fonction, c'est de 0 jusqu'à plus l'infini, virgule, que f de x est égal à phi de exponentielle x, tout simplement. Nous savons que f de x, c'est ln de exponentielle 2x moins 1 sur exponentielle x. Nous savons par contre que phi de x, lui, c'est égal à ln de x au carré moins 1 sur x. Ainsi donc, phi de exponentielle x, il suffit de remplacer le x par exponentielle x, ça fait ln de exponentielle x, le tout au carré, moins 1, divisé par exponentielle x, qui est donc égal à quoi? Ln de exponentielle 2x, moins 1, sur exponentielle x. Qu'est-ce qu'on remarque que ça? C'est exactement l'expression de la fonction f de x. Ainsi donc, f de x, c'est tout simplement phi de exponentielle x. Question 2. On déduit au petit a la limite de f lorsque x tend vers 0. Donc la limite de f de x lorsque x tend vers 0 plus. Bien. On sait déjà que f de x est égal à phi de exponentielle x. Or, lorsque x tend vers 0 plus, exponentielle x, lui, il tend vers quoi? 1 par valeur supérieure, parce qu'exponentielle 0, c'est égal à 1. Donc 0 plus, ça va tendre vers 1 par valeur supérieure. Ce qui veut donc dire que la limite de f de x lorsque x tend vers 0 plus, c'est égal à la limite de phi de exponentielle x lorsque exponentielle x tend vers 1 par valeur positive. C'est dire exactement que ça fait la limite de phi de grand x lorsque grand x tend vers 1 par valeur positive. Nous avons déjà calculé la limite de phi de x lorsque x tend vers plus 1 par valeur supérieure, pardon. Nous avons trouvé moins l'infini. Ce qui veut donc dire que la limite de f de x aussi lorsque x tend vers 0 plus est égal à moins l'infini, qui est le résultat de cette limite en fait. Donc, nous n'avons fait que réutiliser les calculs précédents. Bien. Petit b, la limite de f lorsque x tend vers plus infini, donc la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini. C'est donc égal à la limite tout simplement de phi de exponentielle x lorsque exponentielle x tend vers plus l'infini. Parce que lorsque x tend vers plus l'infini, exponentielle x lui aussi tend vers plus l'infini. C'est comme dire que ça fait la limite de phi de grand x lorsque grand x tend vers plus l'infini. Et cette limite, nous l'avons déjà aussi calculée par le passé. Nous avons trouvé que c'était égal à 0. Ce qui veut donc dire que la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini est égale à 0. Tout simplement. Plus l'infini. Question C. Le sens de variation de f sur l'intervalle 0 à plus infini est que f admet un maximum en ln de racine de alpha. Donc, variation de la fonction. Variation de f. Bien. Alors, nous allons être un petit peu astucieux ici. Nous savons que f de x, c'est phi de exponentielle x. Ce qui veut donc dire que f' de x, ça fait phi'. Alors, ce n'est pas exactement ça. Phi d'exponentielle de x, c'est une composée de la fonction. Ce qui veut donc dire que quoi? F', ça fait quoi? Ça fait exponentielle x' fois phi' d'exponentielle x. C'est tout simplement ça. Ce qui veut donc dire que f' de x, ça fait exponentielle x fois phi' d'exponentielle x. Je rappelle qu'ici, j'ai appliqué la formule, mais la propriété sur la composée d'une fonction. C'est-à-dire que lorsqu'on prend par exemple une fonction f qui est égale à g rond h, ou bien g rond h, ou bien g de h de x, eh bien f', ça fait h' de x fois g' de h de x. Donc, c'est juste la propriété sur la composée de fonction. Bien. Pour que f' de x soit égal à 0, il faut tout simplement que phi' de e de x soit égal à 0. Or, phi' de x est égal à 0 lorsque
Ça, nous l'avons déjà fait dans les calculs précédents. Lorsque x est égal à racine de alpha. Ce qui veut donc dire qu'il faut que l'exponentielle x soit égal à racine de alpha. En appliquant ln, nous avons donc ln d'exponentielle x est égal à ln de racine de alpha. Et donc, il faut que x soit égal à ln de racine de alpha. En faisant une comparaison avec la fonction g de x ou la dérivée phi' de x, nous pouvons déduire le tableau de signe de la fonction dérivée et donc le tableau de variation de la fonction f. Nous avons donc signe de f' et tableau de variation. Je rappelle que le alpha que nous utilisons, c'est le même alpha que nous avons déterminé depuis le début. Ainsi, donc, le signe de la dérivée sera tout simple, pareil que le tableau de variation. Nous avons donc ici x partant de 1 où tout n'est pas défini, passant par ln de racine de alpha, voilà, jusqu'à plus l'infini. Nous avons ici la dérivée f' et la variation de la fonction f. Donc, la dérivée s'annule en ln de racine de alpha, voilà. Et avant ln de racine de alpha, ça sera positif, tout comme la dérivée l'est et tout comme la fonction g aussi l'est, puis négatif ensuite. La fonction sera donc croissante et décroissante. La limite en 1 par valeur supérieure, c'est moins l'infini. La limite en plus infini, c'est 0. Et ici, nous aurons f de ln de racine de alpha, qui est le maximum de la fonction. Très bien. Qu'est-ce que l'on nous demande? Voilà que f admet un maximum en ln de racine de alpha. F admet donc f de ln de racine de alpha comme maximum. Question 3. Montrer que pour tout x de l'intervalle 0 à plus infini, eh bien que f de x est inférieur ou égal à 2 racines de alpha sur alpha moins 1. Ça, c'est ce qu'il faut démontrer. Puisque f admet f de ln de racine de alpha comme maximum, alors on sait que quel que soit x appartenant à l'intervalle alors autant pour moi ici, ce n'est pas 1 que j'aurais dû écrire, c'est plutôt 0. Là, c'est 0, ce n'est pas 1. C'est 0 jusqu'à plus infini. Donc, quel que soit x appartenant à 0 jusqu'à plus l'infini, eh bien, nous avons f de x qui est inférieur ou égal à f de ln de racine de alpha. Or, f de ln de racine de alpha, c'est égal tout simplement à phi d'exponentielle ln de racine de alpha. Ça fait donc phi de racine de alpha. Et donc, ça fait ln de racine de alpha, le tout au carré moins 1, en utilisant l'expression de phi de x. Et donc, f de ln de racine de alpha, c'est tout simplement ln de alpha moins 1 sur racine de alpha. Nous aurons donc f de x qui sera inférieur ou égal à ln de alpha moins 1 sur racine de alpha. Bien. Ça, c'est une chose. Mais ce n'est pas ce qui a été demandé. Nous allons aller encore un peu plus loin. Nous avons déjà, par le passé, démontré que quoi? Que f' de x est égal à 0 lorsque phi' d'exponentielle x est égal à 0. Lorsque x est égal à ln de racine de alpha, ce qui justifie donc que f' de x est égal à 0, phi' de racine de alpha est égal à 0. Or, nous avons déjà l'expression de phi'. Or, phi' de x, que nous avons déterminé par le passé, la dérivée de phi, c'est égal à 2x au carré moins x au carré moins 1, ln de x au carré moins 1, le tout divisé par x au carré, facteur de x au carré moins 1. Ce qui veut donc dire que phi' de racine de alpha, ça je vais l'écrire à la ligne, je vais donc dire que phi' de racine de alpha, c'est égal à 2 racines de alpha le tout au carré moins racine de alpha le tout au carré moins 1, ln de racine de alpha le tout au carré moins 1, le tout divisé par racine de alpha le tout au carré, facteur de racine de alpha le tout au carré moins 1 est égal à 0.
Ça, c'est égal à 0 uniquement si le numérateur s'annule. C'est la seule condition. Je peux donc dire que 2 alpha moins 1, ln de alpha moins 1 est égal à 0. 2 alpha, pourquoi? Parce que nous avons racine de alpha au carré à ce niveau. Pareil ici aussi, et là aussi. En partant de cette équation, nous pouvons donc dire que 2 alpha est égal à alpha moins 1, facteur de ln de alpha moins 1. Ainsi, on peut déduire que ln de alpha moins 1 est égal à 2 alpha divisé par alpha moins 1. Bien. Nous avions calculé ici que f de x doit être inférieur à ln de alpha moins 1 sur racine de alpha. Nous allons la remettre. Nous savons que f de x doit être inférieur ou égal à ln de alpha moins 1 sur racine de alpha. Nous avons calculé ici ln de alpha moins 1, ce qui veut donc dire que f de x doit être inférieur ou égal à quoi? À 2 alpha sur alpha moins 1 fois 1 sur racine de alpha. Ce 1 sur racine de alpha vient de ça. Nous pouvons donc conclure en simplifiant alpha et racine de alpha. Il va rester donc racine de alpha ici. Ainsi donc f de x est inférieur ou égal à 2 racine de alpha sur alpha moins 1. Ça, c'est ce qu'il fallait démontrer. C'est QFD. Si vous avez, malgré toutes ces explications, du mal à comprendre la démonstration, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. 4. Reproduire le tableau suivant et compléter en donnant les valeurs approchées à 10 puissance moins 2 près. Donc, je reproduis le tableau. Voilà. Zéro virgule 1, 0,5, 1, 1,5, 2, 3. En utilisant la calculatrice, nous aboutissons sur les valeurs suivantes. Moins 1,36, 0,33, 0,68, 0,66, 0,54, 0,30. Question 5. Représenter graphiquement f dans le repère orthogonal en prenant les échelles suivantes. Donc, échelle de points, une unité pour 5 cm en abscisse et une unité pour 10 cm en ordonnée. Bien sûr, on prendra 10 comme valeur approchée de l'alpha, donc alpha censé égal à 10. Bien, le graphique, je l'ai tracé sur le logiciel GeoGebra pour que ça soit plus concret. Voici donc ce que nous obtenons sur la fonction, bien le tracé de la fonction de x qui est égal à ln de exponentielle 2x moins 1 sur exponentielle x que j'ai remis là par exemple. Voilà. Nous remarquons que la fonction croît jusqu'à une valeur qui est ici, qui correspond en abscisse à la valeur x est égal à ln de racine de alpha, qui, d'après calcul, donc ln de racine de 10, nous donne à peu près une valeur de 1,15. C'est pour ça que vous allez remarquer qu'il y a 1,15 à ce niveau sur la courbe. Ça, c'est la valeur en laquelle la fonction admet son maximum qui est remarqué sur le graphique. Partie C. On va rechercher maintenant la primitive de f. Recherche de primitive de la fonction f. Question 1. Vérifier que f est la solution de l'équation différentielle y' plus y est égal à exponentielle x sur exponentielle x moins 1 moins exponentielle x sur exponentielle x plus 1. Nous savons que f de x c'est égal à ln de exponentielle 2x plus, non, moins 1, pardon, sur exponentielle x. Et que f' de x, c'est quoi? C'est exponentielle x phi' de exponentielle x. Ce qui veut donc dire que f' de x, c'est exponentielle x fois 2 exponentielle 2x moins exponentielle 2x moins 1, ln de exponentielle 2x moins 1 sur exponentielle 2x, facteur d'exponentielle 2x moins 1. Ainsi donc, en faisant l'addition tout simplement,
Bon, déjà, je peux simplifier encore la dérivée. Hein. Ça encore, c'est égal f' de x, en simplifiant l'exponentielle et l'exponentielle ici. Ça fait donc 2 exponentielle 2x moins exponentielle 2x moins 1, ln de exponentielle 2x moins 1, tout divisé par exponentielle x facteur d'exponentielle 2x moins 1. Donc, nous avons ici la dérivée. Nous avons ici la fonction. Avec ces deux éléments, on peut calculer y' plus y. Donc, y' plus y, c'est égal à f' plus f. Ça fait donc 2 exponentielle 2x moins exponentielle 2x moins 1, ln d'exponentielle 2x moins 1, tout divisé par exponentielle x facteur d'exponentielle 2x moins 1, plus f qui fait plus ln de exponentielle 2x moins 1 sur exponentielle x. Ça, c'est égal tout simplement en séparant le tout, c'est-à-dire qu'on va dissocier les fractions. Nous avons donc 2 exponentielle 2x divisé par exponentielle x facteur d'exponentielle 2x moins 1 moins exponentielle 2x moins 1 facteur de ln de exponentielle 2x moins 1 divisé par exponentielle x facteur d'exponentielle 2x moins 1 plus ln de exponentielle 2x moins 1 sur exponentielle x. On peut maintenant commencer par simplifier les choses. Cette partie va simplifier avec cette partie. Il va donc rester ln de exponentielle 2x moins 1 sur exponentielle x, qui lui aussi va partir avec ln de exponentielle 2x moins 1 sur exponentielle x. Il va donc rester y' plus y qui est égal à 2 exponentielle 2x sur exponentielle x facteur d'exponentielle 2x moins 1, qui est donc égal à 2 exponentielle x sur exponentielle 2x moins 1. Voici le calcul de y' plus y. On va maintenant calculer le second membre qui est exponentielle x sur exponentielle x moins 1 moins exponentielle x sur exponentielle x plus 1. Et on va voir si on retrouve le même résultat. Ça, c'est égal à exponentielle x facteur de exponentielle x plus 1 moins exponentielle x facteur de exponentielle x moins 1. Le tout divisé par exponentielle x moins 1 facteur de exponentielle x plus 1. C'est donc égal à exponentielle 2x plus exponentielle x moins exponentielle 2x plus exponentielle x. Tout divisé par exponentielle 2x moins 1 en développant le dénominateur. Ça simplifie avec ça. Il va donc rester 2 exponentielle x sur exponentielle 2x moins 1. Donc, exponentielle x sur exponentielle x moins 1 moins exponentielle x sur exponentielle x plus 1 est égal à ça aussi. Qu'est-ce que nous remarquons? Que ça et ça sont la même chose. On peut donc conclure que f est solution de l'équation différentielle y' plus y est égal à exponentielle x sur exponentielle x moins 1 moins exponentielle x sur exponentielle x plus 1. Bien. Question 2. On pose h de x qui est égal à exponentielle x sur exponentielle x moins 1 moins exponentielle x sur exponentielle x plus 1. Pose h de x est égal à ça. Question A. Trouver une primitive grand H de petit h sur intervalle 0 à plus infini. Donc, primitive grand H de petit h. Alors, petit h, nous avons son expression. Donc, grand H, ça fait quoi? Ça fait tout simplement la primitive d'exponentielle x sur exponentielle x moins 1 dx plus la primitive d'exponentielle x, pas plus moins, sur exponentielle x plus 1 dx plus une constante d'intégration que j'ai notée, C1. Qu'est-ce qu'on peut remarquer? Que exponentielle x qui est au numérateur, c'est tout simplement la dérivée de e de x moins 1. Ce qui veut donc dire que la primitive, c'est tout simplement ln de exponentielle x moins 1. Parce que lorsque vous dérivez ln de exponentielle x moins 1, vous allez retomber sur exponentielle x divisé par exponentielle x moins 1. Moins, pareil, ici aussi, nous avons ln de exponentielle x plus 1. On rajoute toujours la constante d'intégration C1. Et en remettant, en fait, en réorganisant tout ça, nous obtenons grand H qui est égal à ln de exponentielle x moins 1 sur exponentielle x plus 1 plus C1 qui est la constante d'intégration. Ça, c'est donc grand H de x. C1, bien évidemment, appartient à grand R. C'est un réel. Bien, je vous invite à dériver cette primitive grand H pour voir si vous retombez sur la fonction petit h. Si jamais vous voyez qu'il y a des erreurs, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Petit b, en déduire la primitive en déduisant
les primitives grand F de petit f sur 0 plus l'infini. Qu'est-ce qu'on sait? On sait que y' plus y est égal à quoi? Petit h. Or, f est solution de l'équadif, donc de l'équation différentielle. Donc, on peut écrire f' plus f est égal à petit h. Bien. Puisque f' plus petit f est égal à petit h, alors la primitive grand F de petit f vérifie le point intégral de f' dx plus grand F qui est la primitive de f est égal à l'intégrale de petit h dx. L'intégrale ici symbolise la primitive. Or, la primitive d'une dérivée, c'est la fonction elle-même. Nous obtenons donc f plus grand F est égal. La primitive de petit h, nous l'avons déjà calculé, c'est quoi? Grand H. Ce qui veut donc dire que la primitive grand F de f, c'est tout simplement grand H moins petit f. Ainsi, la primitive grand F, tant cherchée, et qui est l'objet de cet exercice, c'est égal à grand H qui est ln de exponentielle x moins 1 sur exponentielle x plus 1, plus la constante d'intégration, moins la fonction qui est ln de exponentielle 2x moins 1 sur exponentielle x. Ainsi donc, nous pouvons réécrire tout ça en l'ordonnant correctement. On a donc ln de exponentielle x moins 1 sur exponentielle x plus 1 moins. Alors ici, en fait, ici, il faut que je rajoute une constante d'intégration, mais on peut toujours garder C1. On peut transformer C1 en C2 plus tard. Donc, je peux rajouter une constante ici encore. Ça ne change rien du tout à la primitive. Moins ln de exponentielle 2x moins 1 divisé par l'exponentielle x plus C2 qui est une constante d'intégration aussi. Il faut noter que les constantes d'intégration sont déterminées avec des conditions initiales. Et ici, on ne nous en a pas donné, ce qui fait qu'on va rester sur la notion des primitives et non une primitive. Ainsi donc, prend fin cet exercice-là qui était très intéressant. Donc, je remercie mon abonné en question qui me l'a envoyé et je fais profiter tous mes abonnés et l'ensemble des personnes qui tomberont sur cette vidéo de son exercice. Cette vidéo donc peut prendre fin. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à me suivre régulièrement et à suivre régulièrement ma chaîne. Je vous invite également à liker cette vidéo, voilà celle-ci. Je vous invite à la commenter avec vos questions et vos interrogations. Je vous invite également à vous abonner à cette chaîne parce que vous verrez régulièrement de nouvelles vidéos qui parlent de sciences, d'études académiques et j'en passe. Je vous invite enfin à consulter la description de cette vidéo pour y voir mon adresse mail sur laquelle vous pouvez m'envoyer des exercices un peu plus compliqués et des interrogations que vous aurez du mal à mettre dans les commentaires. Merci, à bientôt.